Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je voulais remercier le collectif Haïti de Nantes et puis les associations, l'association Les Anneaux de la Mémoire qui m'ont invité donc pour venir présenter mes recherches. En fait, j'ai soutenu une thèse d'anthropologie sociale à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en octobre 2010. Et en fait, ma thèse portait sur une histoire et une anthropologie de la migration entre Haïti et la France. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai analysé les pratiques du vaudou entre Haïti, les États-Unis et la France, d'un point de vue historique et contemporain. Donc je vais dans un premier temps essayer de définir le vaudou haïtien. Et en fait, donc, vous avez pu remarquer, dans l'annonce de la conférence, c'était écrit V-A-U-D-O-U. Et moi, j'ai finalement opté pour l'orthographe avec un O. Et j'avais même d'ailleurs dans un article publié dans les cahiers des Anneaux de la Mémoire, un article sur la dimension commerciale dans le vaudou, j'avais utilisé la première orthographe, V-A-U. Et en fait, l'orthographe avec un O est celle qui prévaut aujourd'hui dans la recherche aux États-Unis, en Haïti et en France. Et en fait, cette orthographe n'est pas neutre parce que pour certains, l'orthographe avec AU tend à souligner la composante catholique du vaudou, alors que l'orthographe avec un O, voire même VODU, tend à souligner les origines africaines du vaudou. Donc à la question « Qu'est-ce que le vaudou ?», nous avons là une première réponse. Donc c'est une religion dans laquelle on retrouve des influences catholiques et africaines. Et en fait, on désigne en anthropologie des religions par un terme qui est le syncrétisme. Et en fait, c'est un phénomène qui est assez ancien parce que, par exemple, dans la Rome antique, on appelait ce phénomène l'interpretatio romana, par lequel les Romains, en fait, prenaient les cultes des peuples qui étaient vaincus. Ils intégraient ces cultes à leur propre religion. Il faut préciser que le mot vaudou, en fait, est un terme générique qui est assez peu utilisé dans les campagnes haïtiennes. Et à Port-au-Prince, il est utilisé par contre par les acteurs des associations de mouvements de défense et de promotion du vaudou sur lesquels je reviendrai à la fin de mon intervention. Donc en Haïti, le vaudou est plus souvent désigné en fonction des services qui sont rendus aux esprits, les esprits qui sont appelés loa, mystères ou anges. Et en fait, ces services sont nommés danser loa, manger loa, service kai. Et en fait, il existe d'autres façons de nommer le vaudou, et là, pareil, je reviendrai plus tard là-dessus. Et en fait, les services consistent à honorer les esprits du vaudou à travers des chants, des danses, des sacrifices et des transes de possession. Et la notion de service est centrale dans le culte, qu'il soit pratiqué donc en milieu urbain ou en milieu rural. Et les dénominations de ces services dépendent de la nature du rituel et des objectifs du rituel. Donc le milieu rural haïtien est le lieu originel de formation du vaudou, qui est en fait un culte lignagé et domestique rendu aux ancêtres. Ce culte aux esprits se transmet d'une génération à l'autre, parfois ça saute une génération. Par exemple, quelqu'un peut hériter de la charge de prêtre ou de prêtresse de sa grand-mère ou de son grand-père. Et donc il demeure étroitement associé au territoire familial. Par exemple, dans le sud d'Haïti, il y a un territoire, enfin une portion, les territoires familiaux qu'on appelle les démembrés. Et donc sur les démembrés sont honorés ce qu'on appelle les lois héritages, qui sont les esprits de la famille. Et chaque année, à peu près à la même date, en fonction des familles, toute la famille se réunit, parfois même elle vient de la diaspora, pour venir honorer les esprits de la famille. Donc nous avons là une deuxième ébauche de définition. Le vaudou est une religion familiale étroitement inscrite dans le territoire haïtien. Et de cette inscription dans les territoires haïtiens découlent de nombreuses différences régionales qui se manifestent dans la liturgie, dans les rituels, dans l'identité des esprits, dans les rythmes musicaux, dans les chorégraphies, etc. Donc en fait, à observer plusieurs cérémonies vaudou en différents lieux en Haïti et dans la diaspora, il y a en fait une trame générale qui se dégage du déroulement des cérémonies, et malgré cela, en fait, le vaudou se caractérise par une extrême hétérogénéité, tant dans les façons dont il est pratiqué que dans les manières dont on peut rendre compte du vaudou. En fait, je veux dire par là que les analyses du vaudou sont historiquement, politiquement et socialement situées.
Ces analyses varient en fonction des époques, en fonction de l'idéologie à travers laquelle on peut interpréter le vaudou, mais également en fonction des lieux de résidence et des milieux sociaux des pratiquants, mais aussi des chercheurs. Donc le fait que je sois blanc et français, ça ne vous aura pas échappé, et non initié à ce culte, est important pour que vous sachiez d'où je parle pour restituer mes recherches sur le vaudou. Le vaudou donc est un culte initiatique dont le pivot est le secret. L'initiation étant ce processus par lequel un initié reçoit un certain nombre d'enseignements pour pratiquer le vaudou. S'initier au vaudou, c'est également appartenir à une famille spirituelle, une famille de sang ou une famille dans laquelle on rentre par l'initiation. Et donc les secrets de famille doivent rester dans la famille. C'est pour ça que j'ai été à plusieurs reprises invité à m'initier au vaudou, mais en fait j'ai toujours refusé parce que je voulais garder ma liberté de parole. Il y a de nombreux chercheurs, notamment américains, qui sont initiés au vaudou, et dans le milieu c'est ce qu'on appelle un vaudou blanc, c'est-à-dire dans lequel il n'y a aucune aspérité, tout est lisse, et tout ce qui par exemple relève des relations de pouvoir et des relations de contrainte, tout ça est mis de côté. Parce qu'en fait ça reste à l'intérieur des familles et ça ne doit pas sortir. Donc les secrets qui sont transmis via l'initiation fondent non seulement la cohésion d'une famille spirituelle, mais également l'autorité de celui qui transmet son savoir, à savoir le prêtre vaudou qu'on appelle Ougan ou la prêtresse qu'on appelle Mambo. Donc en même temps, je n'ai pas choisi d'être initié, et en même temps, il y a certaines connaissances rituelles et relationnelles qui m'ont échappé parce que les initiés sont liés par des relations spirituelles et par une intimité relationnelle. Et parallèlement, quand je discute avec des étudiants haïtiens, ils me disent que jamais eux-mêmes ils ne pourraient aborder une telle posture, c'est-à-dire travailler sur le vaudou haïtien sans être initiés, parce qu'en fait, les prêtres et les prêtresses vaudou soupçonnent un haïtien qui vienne les interroger de vouloir recueillir des secrets et des connaissances pour éventuellement faire de la magie contre eux. Et ils supposent qu'un blanc n'est pas capable de faire ça. Donc dans quelles conditions j'ai réalisé mes recherches sur le vaudou haïtien? Donc après un terrain de plusieurs mois en Haïti en 2001, j'ai enquêté au sein d'un temple situé en banlieue parisienne, tout en me rendant régulièrement en Haïti, et notamment dans le temple de cette prêtresse qui possédait un temple à Paris et un temple à Gressier dans le sud d'Haïti. Je voulais comprendre en fait comment cette religion pouvait être pratiquée en terre étrangère, les rituels étaient adaptés à un public non haïtien, et comment s'organisaient les échanges économiques au sein du vaudou. C'était en fait mes 3 pistes de recherche au départ. J'ai également suivi les activités d'un prêtre vaudou qui a habité pendant une dizaine d'années à Paris, mais qui maintenant circule entre New York, Miami, Port-au-Prince et Paris. Ma recherche comportait également une dimension historique, car je voulais rendre compte des transformations de la place du vaudou dans l'histoire et dans la société haïtienne. Parce qu'en fait, en 1791, comme c'est bien dit dans l'exposition, a eu lieu la cérémonie dite du bois caïman, qui aurait donné le coup de départ au soulèvement des esclaves de la plaine du Nord, qui a conduit à l'indépendance d'Haïti en 1804. Jusque dans les années 1950, et même un peu au-delà, le vaudou a été perçu et décrit comme une superstition pratiquée par des Noirs, pauvres, paysans et analphabètes. Haïti ayant pendant très longtemps été dirigée par une élite claire de peau, catholique et formée à l'étranger. Donc un gros contraste entre ces deux parties de la population haïtienne. Aujourd'hui, certains membres de l'élite haïtienne sont prêtres ou prêtresses vaudou. Ils ont plusieurs temples à l'étranger. Ils ont une clientèle qui est parfois essentiellement composée d'occidentaux. Et ils forment ce que l'on peut appeler les têtes pensantes d'un lobby vaudou, sur lequel je reviendrai à la fin de mon intervention. Donc comment en est-on arrivé là? Donc on va commencer par faire une histoire sociale et politique du vaudou haïtien. Et donc je vais remonter le fil de l'histoire, et comme ça me permettra d'avancer certaines des caractéristiques du vaudou. Donc la présence du culte dans la colonie française de Saint-Domingue est liée donc à l'importation des esclaves et à la traite esclavagiste.
destinés à l'économie sucrière. Donc en 1797, à la suite du traité de Ryswick, l'Espagne céda à la France le tiers occidental de l'île de Saint-Domingue. Les maîtres des plantations avaient obligation de faire baptiser leurs esclaves. Ces esclaves pratiquaient le vaudou, à défaut de pouvoir l'appeler autrement, d'au moins deux façons. D'une part, lors des cérémonies nocturnes à l'écart des plantations, notamment quand ils marronnaient, c'est-à-dire qu'ils s'enfuyaient de la plantation. Et d'autre part, ils rendaient un culte à leurs esprits à travers les figures de saints catholiques qui étaient présentes dans les chapelles et les églises de la colonie. C'est notamment pour cette raison qu'une cérémonie vaudou débute toujours par des prières catholiques, qu'il faut être baptisé dans la religion catholique pour être initié au vaudou, et que l'on retrouve, c'est les photos que vous voyez là, que l'on retrouve des chromolithographies de... Ah oui, pardon. Je suis un peu perdu. On retrouve donc des chromolithographies de saints catholiques dans la plupart des temples vaudous. Donc à gauche, là, vous avez Ésulie d'Antor, la Vierge à l'enfant, qui représente en fait la figure de la femme haïtienne populaire, noire, et qui a beaucoup d'enfants. Alors qu'à droite, Erzulifreda, donc la Vierge Marie, l'une des figures de la Vierge Marie, ça représente en fait davantage la mulâtresse, claire de peau, d'un milieu social plutôt aisé, et parée de nombreux bijoux. Et pendant les cérémonies, les personnes qui sont possédées par Erzulifreda sont relativement aguicheuses et essayent de séduire des hommes. Donc on a là en fait deux figures de la féminité. Donc c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. La plus ancienne description du vaudou a été réalisée par Moreau de Saint-Méry, un colon martiniquais, dans un ouvrage en plusieurs volumes publié à Philadelphie en 1797, dans lequel on trouve la première description de ce qu'il appelle une réunion des sectateurs du vaudou. Donc je vous ai mis un extrait qui montre que la transe de possession, qui est une autre des caractéristiques du vaudou au même titre que les religions afro-américaines comme le candomblé brésilien ou la santeria cubaine, est décrite comme un phénomène de dépravation morale. La description de Moreau de Saint-Méry a influencé celle des voyageurs et des missionnaires occidentaux pendant tout le XIXe siècle, où, en plus des préjugés racistes de l'époque, dominait le registre de la barbarie et de la sauvagerie africaine. Il ne faut pas oublier en fait que le XIXe siècle est celui de la colonisation du continent africain par l'Europe, notamment pour motif d'éradiquer l'esclavage. Et en fait, les observateurs occidentaux voulaient montrer qu'un peuple issu d'une révolution anti-esclavagiste était incapable de se gouverner. Et notamment qu'il était sous l'emprise d'une superstition qui concernait tous les Haïtiens sans distinction. Du côté des intellectuels de l'élite haïtienne, nous avons des attitudes plus ambivalentes. Dans certaines gravures du XIXe siècle, là vous en voyez une, et on peut voir notamment en arrière-plan des hommes de la bonne société avec des hautes formes et le bicorne des hommes de l'armée. Donc, des personnes de la bonne société venaient assister à des cérémonies vaudou, mais dans leurs écrits, ils condamnaient pratiquement tous le vaudou, car il s'agissait pour eux de prouver aux Occidentaux qu'Haïti pouvait prétendre à l'ordre de la civilisation tel qu'il était dicté à Paris ou à Londres. Et certains de ces intellectuels étaient en fait engagés dans l'écriture de l'histoire nationale qui se faisait au XIXe siècle sur le mode du nationalisme héroïque, c'est-à-dire que le culte, quelque chose d'assez classique, comme ça s'est passé dans de nombreuses nations, le culte des pères fondateurs de la patrie. Donc en Haïti, c'était Toussaint Louverture, Dessalines, Pétion et Christophe. Et en fait, ce nationalisme héroïque faisait des seuls pères fondateurs de la nation les chefs et les héros victorieux de la Révolution. Et donc, il mettait de côté la masse des esclaves. Et donc, le bois caïman, donc cette cérémonie vaudou de 1791, est appréhendée essentiellement dans les récits donc, des historiens haïtiens du XIXe siècle, essentiellement sur le mode de la résistance culturelle et non pas sur le mode de la résistance politique. En gros, il disait que si les esclaves s'étaient révoltés, c'est non pas parce qu'ils étaient mis en esclavage, mais parce qu'ils étaient africains. Comme si le fait d'être africain
était quelque chose de favorable pour être révolté. En fait, il faut situer la place du vaudou dans cette écriture de l'histoire telle que l'ont faite les intellectuels haïtiens, dans le contexte des nombreuses révoltes paysannes qui ont jalonné tout le 19e siècle haïtien. Parce qu'en fait, il y a en Haïti à cette époque deux modèles de développement, si on peut appeler ça comme ça. D'un côté, l'élite haïtienne qui veut promouvoir une économie de plantation à l'exportation pour assurer l'indépendance économique de l'île, et de l'autre, on a les petites parcelles paysannes qui valorisent l'autosubsistance. Et donc, l'État haïtien avait plusieurs mesures de coercition pour obliger, par exemple, les paysans à travailler sur les routes et donc pour des travaux publics pour lesquels, d'ailleurs, ils n'étaient pas payés. De plus, les dirigeants politiques voyaient le vaudou comme un contre-pouvoir, parce qu'en fait, les paysans participaient à des associations, notamment religieuses, à travers les sociétés secrètes qui existent toujours en Haïti. Donc au XIXe siècle, et même jusqu'en 1946, la plupart des dirigeants haïtiens ont condamné le vaudou à travers des lois pénalisant ce qu'on appelait alors des pratiques dites superstitieuses, mais en coulisses et dans le domaine du privé, on a des témoignages, notamment dans les archives, on trouve des correspondances de dirigeants haïtiens qui font appel à des prêtresses ou des prêtres vaudous pour régler leurs histoires personnelles ou pour favoriser telle élection. Donc seul Faustin Soulouque, qui a gouverné donc de 1847 à 1859, donna une certaine visibilité au vaudou dans l'espace public, mais avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Geffrard, qui a gouverné de 1859 à 1857, et avec la signature du Concordat avec le Vatican en 1860, donc tout cela mit fin à la relative tolérance qui a pu avoir lieu sous le règne de Soulouque, qui d'ailleurs s'est fait couronner empereur comme Napoléon. Donc la fin du XIXe siècle est marquée en fait par une campagne anti-superstitieuse qui a été menée dans le nord d'Haïti par le clergé catholique qui était à 80% breton. En fait, il est important d'avoir en tête ce rapport entre le vaudou et les élites dirigeantes, car ce que j'ai appelé tout à l'heure le lobby vaudou, qui a émergé dans les années 1990, a fait de cette tradition de persécution contre le vaudou l'un de ses thèmes de prédilection. Donc on va avancer dans le fil de l'histoire et... Voilà, c'est un peu mélangé. On va avancer dans le fil de l'histoire et donc on arrive au début du XXe siècle pendant que Haïti était occupé donc par les États-Unis de 1915 à 1934. En fait, le motif d'occupation des États-Unis, c'est qu'il y avait une grande succession de coups d'État en Haïti, mais en fait, les États-Unis étaient présents en Amérique du Sud et dans les Caraïbes au nom de la doctrine Monroe, qui légitimait en fait cet interventionnisme au motif que les États-Unis étaient en droit d'intervenir partout sur le continent américain. Donc cet événement a provoqué un sursaut nationaliste chez les intellectuels haïtiens qui étaient engagés dans un mouvement culturel qu'on appelait l'indigénisme. Ce mouvement a connu son apogée dans les années 1920-1930. L'objectif de l'indigénisme, tel qu'il a été formulé par Jean Price-Marx, qui est un célèbre intellectuel et homme politique haïtien, était d'associer le plus grand nombre, et donc la culture populaire, dans la renaissance nationale. En fait, Jean Price-Marx a parlé de bovarisme des élites haïtiennes, c'est-à-dire qu'elles se croyaient autres que ce qu'elles étaient, c'est-à-dire en partie d'origine africaine. Les élites haïtiennes étaient en fait seulement captivées par la culture latine, occidentale et notamment française. Le rapport de l'indigénisme au vaudou, en fait, se manifeste de deux façons. D'abord, dans l'écriture de l'histoire haïtienne. Le rôle du vaudou dans la révolution haïtienne a été revisité de façon à faire de la cérémonie du bois caïman l'origine de l'indépendance de 1804, mettant du coup du côté le rôle des pères fondateurs de la patrie qui était dominant au XIXe siècle. Je parle d'écriture de l'histoire car à la fin des années 1920, une institution catholique a publié un manuel d'histoire, le premier manuel d'histoire d'Haïti, qui en fait était destiné aux écoliers haïtiens
Et ce manuel d'histoire, donc, a été publié en 1929, a servi au moins jusqu'à la fin des années 1980. Et en fait, c'est très surprenant parce que on peut rencontrer des Haïtiens qui ont 80 ans, qui ont 40 ans ou qui ont 20 ans, et qui tous vous récitent par cœur des passages entiers de ce manuel, et notamment la fameuse cérémonie du bois caïman. Donc en fait, ce qui était jusque-là un mythe, la cérémonie du bois caïman, est devenu un fait historique avéré. Et en fait, bon, ça ne pose pas de problème parce que c'est le propre des mythes de se fonder donc sur quelques événements historiques. Mais en fait, le problème, c'est au niveau de l'instrumentalisation politique de ce mythe, et notamment par Duvalier. Donc Duvalier a instrumentalisé le vaudou, et notamment la cérémonie du bois caïman, et il a fondé dans les années 1930 un groupe d'intellectuels qu'on appelait les griots. Et en fait, quand on lit la bibliographie de leurs ouvrages, on se rend compte qu'ils fondaient certaines de leurs hypothèses sur celles des intellectuels nazis de l'époque. Et notamment, ils ont fondé un essentialisme racial érigé en doctrine nationale. L'autre exemple de rapport entre l'indigénisme et le vaudou, c'est en fait sur le renouvellement de la scène culturelle haïtienne. Parce qu'en fait, à Port-au-Prince, pendant tout le 19e et jusqu'au début du 20e siècle, l'élite haïtienne, en fait, importait, elle était même formée à Paris, et elle importait les modèles culturels en vigueur, et notamment la musique classique. Et donc, cette scène culturelle, on a vu donc un intérêt accru pour l'ethnologie, pour le folklore et pour le vaudou. Donc de nombreux intellectuels indigénistes avaient fait leurs études à Paris, et en fait ils avaient été valorisés par un nouvel intérêt et une nouvelle esthétique pour une Afrique réenchantée, une Afrique mythique, même s'ils n'y avaient pas mis les pieds, à l'image de ce qui se passait à la même époque à New York avec la Harlem Renaissance. Et le motif à partir duquel le vaudou a été valorisé, c'est-à-dire l'origine raciale, l'origine africaine et la race noire, fut celui-là même à partir duquel il avait été dévalorisé au XIXe siècle. Et en fait, on va assister à une esthétisation du vaudou. Cette esthétisation, je passe rapidement parce que c'est plusieurs chapitres dans ma thèse, a conduit notamment à la multiplication des troupes folkloriques qui se sont produites dans des salles de spectacle à Port-au-Prince, bien évidemment fréquentées seulement par l'élite, mais également dans des scènes et des festivals internationaux aux États-Unis et en Europe. Certains anthropologues américains ont parlé donc au sujet de ce mouvement folklorique d'expropriation de la culture populaire haïtienne par les élites. Donc j'ai donc fait des recherches en ce sens, et effectivement les créateurs et les membres de ces troupes folkloriques qui se produisaient à l'étranger appartenaient essentiellement à la bourgeoisie haïtienne. Donc j'ai consulté en 2007 les archives du ministère haïtien des Affaires étrangères, et il apparaît très clairement que les troupes folkloriques et le vaudou devinrent le fer de lance d'une politique culturelle nationale très offensive, destinée notamment au public américain. Il s'agissait en fait de favoriser le tourisme, qui était en plein développement dans les années 1940-1950, dans la Caraïbe. Et donc, les troupes folkloriques étaient vraiment la carte de visite d'Haïti à l'étranger. Et donc, ces membres de l'élite étaient formés au bureau d'ethnologie qui a été créé en 1941. Et donc, en fait, on faisait venir des serviteurs du vaudou qui venaient de la campagne, on les faisait venir à Port-au-Prince pour qu'ils forment la jeunesse dorée de l'élite haïtienne, notamment en leur faisant apprendre des pas de danse et des chants. Donc là, vous avez par exemple Jean-Léon Destiné, qui appartient à une des grandes familles haïtiennes, et bon, c'est un peu mangé, c'est un peu bougé là. Donc, c'est la plaquette, l'une des plaquettes publicitaires donc, de sa troupe. Donc, il a dirigé la troupe nationale d'Haïti à la fin des années 40, et après aux États-Unis, il a fondé une troupe haïtienne, et il a été notamment conseiller culturel à l'ambassade d'Haïti à New York. Et sur la droite, vous avez en fait une peinture murale juste à côté de l'entrée du bureau d'ethnologie, donc a été fondé en 1941. Dans un second temps, à partir de la fin des années 1950, donc ces troupes folkloriques se sont démocratisées, ce ne sont plus seulement des membres de l'élite qui participaient à ces troupes,
et elles ont rempli deux fonctions. La première, c'est qu'elles se produisaient dans de nombreux hôtels en Haïti à travers ce qu'on appelait les voodoo shows. Donc là, ce sont deux cartes postales des années 1970 que j'ai trouvées au Théâtre National d'Haïti. Et en fait, ces spectacles présentaient une image du vaudou qui correspondait aux attentes d'un public occidental, friand d'exotisme et de sensations fortes. Donc, comme en témoignent ces deux cartes postales et aussi des descriptions de touristes qu'on peut retrouver dans les archives des ambassades, enfin du ministère des Affaires étrangères. Donc les tenues légères qu'on voit ici portées par ces danseuses ne correspondent pas du tout à ce que l'on peut voir dans les cérémonies vaudou en Haïti, où les femmes ont des robes longues et ne montrent l'avant-bras au maximum. La deuxième fonction que remplirent ces troupes folkloriques, notamment à partir de la fin des années 1950 et sous la dictature des Duvalier, donc de 1957 à 1986, c'est qu'elles devinrent l'un des moyens pour quitter Haïti. J'ai rencontré plusieurs chorégraphes et directeurs de troupes folkloriques donc qui ont travaillé pendant la dictature duvalieriste. Et en fait, ils étaient invités à se produire à l'étranger, notamment en Europe ou aux États-Unis. Et ils m'ont raconté qu'à chaque fois, à l'issue des représentations, ils rentraient en Haïti et sur une vingtaine de danseurs, il n'y en a que 2 ou 3 qui rentraient en Haïti. En fait, ils profitaient de ces spectacles à l'étranger pour ne pas rentrer en Haïti. Et en fait, c'est de cette façon que plusieurs serviteurs du vaudou et danseurs sont arrivés en France dans les années 1970. Et notamment par l'entremise d'une femme assez célèbre en Haïti, Mathilda Beauvoir, qui appartient à ces grandes familles haïtiennes. Et donc, elle a fondé un club à Pigalle dans les années 1970 avec son mari, un Français, Claude Plançon, qui était alors directeur du Théâtre des Nations. Et donc dans ce cabaret, là encore j'ai retrouvé notamment une chercheuse qui a travaillé avec Roger Bastide et qui a assisté à ces spectacles dans le cabaret qui s'appelait Le Vaudou à Pigalle. Et en fait les spectateurs dînaient et sur la scène il y avait des spectacles vaudou. Et en fait, d'après les informations publiées par son mari et les témoignages de gens que j'ai retrouvés qui sont venus en France grâce à Mathilda Beauvoir, il y avait véritablement l'organisation de filières migratoires pendant les années 70-80, parce que tous les ans, ils allaient en Haïti, ils recrutaient des danseurs et des initiés, et il y avait entre une dizaine et une quinzaine d'initiés qui venaient tous les ans en France. Donc, on arrive maintenant à l'époque contemporaine, et je vais vous présenter les différents acteurs et pratiques du vaudou entre Haïti et l'Île-de-France. Donc l'une des questions que l'on me pose souvent, c'est combien il y a de pratiquants du vaudou en Haïti. Donc d'après le dernier recensement de la population haïtienne qui a été publié en 2005, il y avait sur une population totale estimée à 8 300 000 personnes, un peu plus de 2% de voudouisants, 55% de catholiques et environ 30% de protestants. En fait, les résultats de ce recensement posent plusieurs problèmes. D'une part au niveau du contexte politique dans lequel il a été réalisé et d'autre part au niveau de la compétence et de la formation des agents recenseurs. La réalisation de ce recensement a été financée par l'ONU pendant la dernière mandature de Jean-Bertrand Aristide, donc de 2001 à 2004. Et d'après les informations que j'ai obtenues, certains des agents recenseurs ont inventé des résultats à cause du climat de violence politique qui a marqué le début des années 2000. Et en fait, ils n'osaient pas sortir de chez eux. Donc, ils ont inventé des résultats pour pouvoir gagner conserver leur fonction au sein de ce recensement. Et d'autres, en fait, ont été recrutés parce qu'ils appartenaient à Famille Lavalas, qui était le parti d'Aristide, et alors même qu'ils étaient analphabètes. D'autre part, et en fait, les conditions dans lesquelles ont été réalisés ce recensement n'ont pas été divulguées parce que c'était financé par l'ONU et c'était du plus mauvais effet, en fait, pour la réputation de l'ONU en Haïti. Qui désigne-t-on à travers cette catégorie de voudouisants ? Dans la réalité, les frontières entre les religions ne sont pas forcément étanches. Il existe des familles en Haïti où toutes les religions sont représentées. La mère est catholique, le père est protestant, le fils pratique le vaudou.
En plus, j'ai rencontré plusieurs Haïtiens en Haïti et en France qui s'étaient convertis au protestantisme, mais qui continuaient à consulter des prêtres et des prêtresses pour leurs affaires amoureuses, professionnelles ou pour des problèmes de santé. Car le vaudou, c'est également une médecine, avec des pratiques thérapeutiques fondées sur l'usage et la connaissance des plantes. Et c'est en fait, parfois dans les mondes reculés en Haïti, c'est la seule médecine qui est accessible aux paysans. Donc en fait, le rapport des individus au vaudou se caractérise par différents degrés et différentes formes d'adhésion. L'adhésion au vaudou n'est pas quelque chose d'exclusif. Et est-ce que les vaudouisants, là pareil, c'est une catégorie qui n'est pas très utilisée en Haïti, sont seulement ceux qui sont initiés au vaudou? Est-ce que l'on peut inclure ceux qui, tout en étant protestants, viennent simplement consulter des Ougans et des Mambos? Est-ce qu'on peut également inclure des artistes et des ethnologues haïtiens et étrangers qui ont des sympathies pour le culte et pour ses pratiquants? D'autre part, la situation a changé depuis une trentaine d'années en Haïti par rapport à la situation du vaudou, mais il reste toujours assez mal perçu, car il continue en fait à être associé à la sorcellerie et à des pratiques que l'on juge dégradantes comme les sacrifices d'animaux. Ainsi, ce n'est pas parce qu'une personne est initiée au vaudou qu'elle se dira initiée ou voudouisante au premier venu. Et d'autre part, il faut rappeler que les églises et les sectes protestantes se sont multipliées en Haïti depuis une trentaine d'années et certains pasteurs ne cessent de condamner le vaudou avec véhémence. À la suite du séisme du 12 janvier 2010, certains protestants n'ont pas hésité à dire qu'Haïti était maudite, car avec la cérémonie du bois caïman qui aurait donc conduit à l'indépendance d'Haïti en 1804, elle aurait signé un pacte avec le diable. Donc, revenons maintenant aux acteurs et aux pratiquants du vaudou. Comment devient-on Ougan ou Mambo? Donc, je l'ai précisé au début de mon intervention, ce statut religieux peut se transmettre par héritage. Mais il y a d'autres possibilités pour devenir serviteur du vaudou. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Donc j'en ai fait collecter des informations auprès de serviteurs originaires de plusieurs régions, et j'ai abouti à la réalisation du tableau suivant que vous voyez. Et donc, des serviteurs originaires du département de l'Artibonite et du département de l'Ouest et du Sud-Est. Donc, des serviteurs originaires de Port-au-Prince et de Jacmel, donc au sud, et des serviteurs originaires du Cap-Haïtien, des Gonaïves et de Pont-Sondé, qui est une ville au sud des Gonaïves. Donc en fait, ce sont juste des exemples indicatifs. Il ne faut pas les prendre comme des données fixes, parce que ça varie beaucoup en fonction des gens avec qui vous parlez. Par exemple, un serviteur du département de l'Ouest ou du Sud-Est, donc de Port-au-Prince ou de Jacmel, par exemple, peut tout à fait être initié au vaudou en étant appelé par les esprits. Ce qu'on appelle donc quand on est Ougan ou Mambo à Sogoué, ça peut être le fruit d'une démarche personnelle. Quelqu'un peut dire, tiens, je vais m'initier au vaudou, un blanc, un étranger, un haïtien, peut dire, je vais m'initier au vaudou, il fait la démarche de lui-même sans être appelé par les esprits. Et après, donc, il y a plusieurs différences, et notamment les serviteurs de la région des Gonaïves et de Pont-Sondé sont assez critiques envers les serviteurs de Port-au-Prince ou de Jacmel, parce qu'apparemment, à Jacmel et à Port-au-Prince, on peut initier des enfants, ce qui n'est pas le cas dans le nord du pays. Et entre les serviteurs, il arrive souvent qu'ils estiment que leur propre vaudou est plus pur et plus authentique que celui de leurs voisins. En plus, chaque serviteur a son propre règlement, c'est-à-dire sa propre liturgie, qu'il adapte aux esprits qui l'honorent. Et chaque temple et chaque famille spirituelle fonctionnent de façon autonome. Il n'y a pas d'autorité supérieure dans le vaudou en Haïti. Et donc c'est notamment pour cette raison que plusieurs chercheurs se sont cassés les dents à vouloir essayer absolument de faire rentrer le vaudou dans des cases, à vouloir le casser et notamment classer tous les rites. Et donc c'est à cause de cette hétérogénéité du vaudou et de ses pratiques que certains acteurs du vaudou ont voulu créer une orthodoxie du vaudou avec la création en 1998 de l'église vaudou d'Haïti.
En plus de ces différences régionales, il faut ajouter les catégories qui permettent de désigner les finalités du vaudou. Donc, dans le vaudou, il y a deux modèles qui existent dans une relation à la fois d'interdépendance et d'opposition. On a d'un côté le terme guinéen, qui dans le nord d'Haïti, par exemple au Cap-Haïtien, est utilisé pour désigner le vaudou rural non contaminé par les influences étrangères, comme ça peut être le cas à Port-au-Prince, parce qu'à Port-au-Prince, il y a un marché de l'initiation où se rendent notamment de nombreux Américains pour s'initier. Et ça peut atteindre plusieurs milliers de dollars pour s'initier. Dans la région des Gonaïves, l'on parlera davantage de vaudou franc ou de guinéen franc. Le terme guinéen, en fait, renvoie au terme en français guiné, qui peut être traduit par tradition et qui fait référence à ce territoire mythique qu'est l'Afrique. Et en fait, quand un serviteur décède, son âme rentre en Afrique. Et c'est aussi d'Afrique que sont venus les ancêtres esclaves. Et d'ailleurs, des figures d'esclaves qui sont honorées dans le panthéon vaudou. Donc, en opposition complémentaire au terme guinéen, il y a le terme magie, qu'elle soit bénéfique ou maléfique. Le terme magie fait référence donc à la sorcellerie et à l'individualisme, mais aussi au travail salarié. Le travail de la magie est réalisé par une catégorie d'esprits que l'on appelle les points et qui sont fabriqués par les Ougans ou par les Mambos, parce qu'en fait, on dit que les Ougans et les Mambos servent des deux mains, c'est-à-dire de la main droite et de la main gauche. Et donc, il fabrique ces esprits à la demande d'un client qui veut gagner de l'argent, qui veut trouver un travail, qui veut empoisonner son voisin ou sa femme, etc. Et en fait, les Ougans et les Mambos possèdent donc la connaissance pour faire et de la magie blanche et de la magie noire, mais en fait, tout dépendra, la réputation de Ougan dépendra de son intention, de l'intention avec laquelle il utilise le vaudou. Il y a des prêtres qui ont la réputation de faire essentiellement de la magie bénéfique ou protectrice. Et en fait, il y a une catégorie d'acteurs dans le vaudou qu'on appelle les bokors, les sorciers, et eux, par contre, ils ont pour seule compétence de pouvoir fabriquer donc des points, des esprits, qui sont les acteurs donc, de cette magie noire. Donc, si le vaudou est une religion, la sorcellerie est-elle son envers ? Donc, d'après Marc Auger, un anthropologue, la sorcellerie serait, je cite, un pouvoir supposé que certains hommes peuvent, par l'effet de qualités ou de techniques innées, héritées ou acquises, exercer sur d'autres. Et l'un des langages dans lesquels s'expriment des rapports de force sociale. L'accusation de sorcellerie, et en fait l'accusation de sorcellerie en général se développe souvent dans les relations de voisinage et dans les relations familiales. Et en fait, l'accusation de sorcellerie permet de donner un sens à la maladie, à la mort ou à l'infortune. Par exemple, Paul Farmer, le médecin américain, a montré que, par exemple, dans le cas du sida, on utilisait l'accusation de sorcellerie, servait à désigner des personnes dans le cas de la mort de quelqu'un à cause du sida. Et comme il y a eu la fabrication de ce qu'on appelait en Haïti les poux de choléra, c'est-à-dire que des personnes étaient soupçonnées de gratter les os des personnes qui étaient mortes du choléra pour fabriquer des poudres et empoisonner ainsi leurs voisins, il y a eu la même chose avec le sida en fait. On a soupçonné les gens de fabriquer des poudres sida. Donc en fait, l'accusation de sorcellerie, et j'ai pu observer ça à Paris par exemple, permet de contrôler une réussite ou un pouvoir qui est jugé trop important. Un Ougan va par exemple diffuser des rumeurs en disant tel autre Ougan ou tel Mambo sacrifiait des enfants dans sa cave et il fait de la sorcellerie. Et d'ailleurs, une fois, ça a donné lieu à une descente de flics dans l'un des temples dans lesquels j'ai enquêté. Et en fait, il s'est avéré que c'était des mensonges. Et la Mambo, finalement, était assez contente parce que l'un des policiers est resté, il est devenu l'un de ses clients. Et donc, ce qui est passé à la postérité dans l'opinion publique, c'est surtout la sorcellerie. Quand on dit vaudou, on associe surtout ça à la sorcellerie. Et par exemple, j'avais entendu une émission sur France Inter où il y avait des intellectuels et des hommes politiques qui réagissaient de façon assez vive
à cette histoire de la poupée vaudou de Sarkozy. Et en fait, bon, il y a tous les clichés pendant cette émission qui sont ressortis, comme quoi le vaudou était abominable, il était sale, il était sanguinaire, etc. Mais paradoxalement, en fait, le vaudou assure une publicité négative aux vaudouisants avec tous les stéréotypes, mais également une publicité positive, parce qu'en fait, le vaudou est réputé être puissant et il attire de nombreux clients. Et justement, tous les Ougans et les Mambos que j'ai rencontrés en Île-de-France m'ont dit que la plupart de leur clientèle, enfin la grande majorité de leur clientèle, c'était des Antillais. Mais ils reprochaient à ces Antillais de ne venir les voir seulement pour gagner au loto. Et donc le temple que j'ai fréquenté, j'ai mis 1 an pour trouver ce temple, et en fait, comme j'ai visité plusieurs prêtres et prêtresses vaudou en banlieue parisienne, la Mambo m'a accueilli en me disant « mais qu'est-ce que tu faisais? Je t'attendais ». Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps, et j'ai pu parler seulement avec les chefs un petit peu de ce temple. Et en fait, c'est une femme haïtienne qui est arrivée au début des années 70, qui a fait venir ensuite ses 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui sont aujourd'hui Ougans et Mambo, et qui donc dirigent ce temple avec leur mère. Et la grande majorité donc de la famille spirituelle de ce temple est composée de parents guadeloupéens avec leurs enfants. Ça va des nourrissons de 1 ou 2 ans jusqu'à des enfants qui ont 25 ans. Et donc cette Mambo a un autre temple en Haïti, et certains de ses initiés viennent régulièrement en fait en Haïti pour assister à des cérémonies. Cette Mambo en fait est déclarée en tant que profession libérale. Et donc elle paye des impôts. Elle déduit les achats des fournitures nécessaires pour les cérémonies de ses impôts, et elle achète les fournitures pour les cérémonies chez Métro, un grossiste. Et par exemple, donc c'est les boissons, les alcools, les foulards, les tissus pour faire les habits, la nourriture et certaines plantes quand c'est possible. Et une fois, pendant une cérémonie, j'ai rencontré un inspecteur des impôts qui venait en fait vérifier les activités du temple et si cela était en rapport avec les revenus déclarés. Et en fait, il comptait les personnes présentes. Et comme les consultations de voyance, qui sont un petit peu le gagne-pain des Mambos et des Ougans, c'est-à-dire on vient de les consulter, et en fait, il essayait de faire le ratio entre les personnes qui venaient et donc le nombre de consultations qui avaient été déclarées, un peu comme un médecin en fait. Donc partant de là, en fait, j'ai analysé le vaudou comme un espace économique en comparant les bénéfices et les dépenses occasionnées par les pratiques du vaudou à Brooklyn, à Port-au-Prince et en banlieue parisienne. Car en fait, pratiquer le vaudou coûte cher, les esprits sont très exigeants en fait. Ils peuvent demander des bijoux, ils peuvent demander de l'alcool, des parfums, des habits, qui sont exposés notamment pendant les cérémonies. Mais ça peut rapporter aussi beaucoup d'argent. Je vous parlais par exemple tout à l'heure de ce marché de l'initiation, et il y a notamment un Ougan haïtien qui a un temple depuis 1974 à Port-au-Prince et qui initie des occidentaux à tour de bras, et l'initiation coûte 4 000 $ américains. Donc en fait, cet espace économique repose sur une dynamique de circulation d'argent, de biens matériels et de prestations. Le sociologue haïtien Laïnek Urbon a d'ailleurs appelé les esprits du vaudou des prestateurs des services existentiels. Et en fait, les Ougans et les Mambos ne peuvent tirer profit du vaudou qu'avec l'accord de leurs esprits, et parfois il faut attendre plusieurs années. J'ai ensuite analysé les adaptations matérielles des pratiques du vaudou en dehors d'Haïti. Et donc j'ai dit tout à l'heure que chaque serviteur pouvait adapter sa liturgie, qu'on appelle règlement, au contexte dans lequel il habitait. Et en fait, il suffit pour pratiquer le vaudou, il suffit parfois juste d'une bouteille d'alcool et d'une bougie. Et quand on ne peut réaliser des sacrifices d'animaux, c'est remplacé par exemple par des gâteaux. Ensuite, au niveau des rituels, comme à Brooklyn et à Paris par exemple, les migrants haïtiens travaillent la semaine et les cérémonies ont lieu le week-end. Et en Haïti, des cérémonies peuvent durer plusieurs jours. Et donc, il y a ce qu'on appelle le minocan, qui permet de condenser toutes les salutations faites aux esprits. Parce qu'en fait, il y a plusieurs familles d'esprits, et dans chaque famille d'esprits, il y a plusieurs dizaines d'esprits. Il y a en tout 21 familles d'esprits.
Il y a aussi donc la pratique du vaudou, notamment pour les soins, nécessite l'usage des plantes. Et ces plantes, elles n'existent pas en France, et les Ougans et les Mambos se font envoyer des plantes depuis Haïti via Miami. Donc je vais revenir sur les implications et l'impact des transformations des pratiques du vaudou en dehors d'Haïti. Donc à gauche, vous avez la photo, c'est une cérémonie en fait en l'honneur du Loa Zaka, qui est le Loa de l'agriculture, qui est célébré tous les 1er mai. Et donc là, vous voyez les initiés qui font des offrandes de fruits pour cet esprit. Et à droite, vous avez donc ça c'est dans le temple de cette Mambo, donc qui possède un temple en banlieue parisienne et en Haïti. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le potomitan, c'est l'axe central du temple autour duquel a lieu toutes les cérémonies. Et en fait la puissance d'un Ougan se mesure aussi à son temple. Et là vous pouvez voir que dans le temple, tout le plafond est peint, et il y a même des lustres qu'elle a fait venir des États-Unis, et en fait ça montre qu'elle est puissante puisqu'elle arrive à gagner beaucoup d'argent avec le vaudou. Donc je vais passer rapidement. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que donc les Antillais sont majoritaires dans la pratique du vaudou à Paris, et ce que j'ai pu voir dans les cérémonies vaudou auxquelles j'ai assisté en Île-de-France, c'est qu'en fait, il y a des Ougans et des Mambos qui sont antillais, mais dans ces cérémonies ne tombent en transe seulement que les Haïtiens. Et en fait, c'est ce que j'ai appelé, il y a des procédés d'inclusion des Antillais dans le vaudou, et notamment on dit, les Haïtiens disent ils sont de la même origine que nous, ils sont africains, donc ils participent au vaudou, c'est normal. Et d'un autre côté, il y a plusieurs procédés en fait par lesquels on voit une frontière entre les Antillais et les Haïtiens. Par exemple, et c'est pour ça que j'ai parlé de compétences sociales réfléchies, parce qu'en fait, il y a des Haïtiens qui disent qu'on ne peut pas devenir Ougan ou Mambo si on n'est pas haïtien. Et parfois, un Ougan haïtien sera beaucoup plus légitime dans sa pratique qu'un Ougan antillais. Donc l'autre conséquence des adaptations du vaudou en dehors d'Haïti, c'est ce que j'ai appelé la formation d'un espace transnational de moralité. Parce qu'en fait, ces transformations, notamment dans le temple à Paris, génèrent en fait des rumeurs. Et ces rumeurs sont colportées de l'autre côté de l'Atlantique. Et par exemple, 2 mois après une cérémonie à Paris, j'ai assisté à une cérémonie à Brooklyn. Et en fait, j'avais assisté à quelque chose qui était assez peu commun, notamment un mariage entre un esprit et un nourrisson. En Haïti, bon, dans le vaudou, il y a des mariages mystiques. Et on attend notamment que la personne soit pubère pour marier l'esprit et la personne. Et là, c'était un nourrisson. Et en fait, 2 mois après, j'étais à Brooklyn. Et en fait, les serviteurs ne parlaient que de ce qui s'était passé dans ce temple à Paris. Et il avait appris de la bouche de quelqu'un qui revenait de Saint-Domingue. Et donc, en fait, ce que j'ai appelé un espace transnational de moralité, il est formé à partir de normes sociales, par exemple certaines normes qui condamnent l'enrichissement, et à partir de prescriptions rituelles qui ont été formées en Haïti. Donc en fait, ce qu'on appelle donc cet espace transnational de moralité peut être rangé dans ce que les anthropologues ont appelé une mondialisation par le bas, c'est-à-dire une mondialisation qui est menée par des acteurs relativement anonymes, qui ont des acteurs de communautés transnationales, c'est-à-dire qui transcendent les frontières, avec des échanges économiques, des pratiques religieuses, des relations sociales et parfois des engagements politiques dans plusieurs pays, ce qui est le cas notamment de la diaspora haïtienne. Il y a également ce qu'on appelle une mondialisation par le haut, c'est-à-dire menée par les élites de certains pays, et c'est ce que j'ai pu observer à travers la formation d'un lobby vaudou. En fait, l'objectif de ce lobby vaudou, donc qui est né à partir de 1980, dans les années plutôt 1990, son objectif c'était d'avoir des représentants du culte dans les instances nationales, les instances politiques nationales, et dans les institutions internationales, dans l'OMS, et certains des organismes de l'ONU.
Parce qu'en fait, en Haïti, par exemple à l'Assemblée nationale, il y a des protestants. Et eux, ils voulaient avoir leur propre député. Donc en fait, pour comprendre comment fonctionnait ce lobby vaudou, j'ai formulé l'hypothèse d'une esthétique politique du vaudou. C'est-à-dire que l'image qu'on donne du culte sert des intérêts politiques. Et cette hypothèse, en fait, m'a permis de faire le lien entre le passé et le présent, c'est-à-dire entre les années 1930 et les années 1990, parce que j'ai montré qu'avec les troupes folkloriques, en fait, il y a eu une politique culturelle nationale très offensive qui servait les intérêts politiques de l'élite haïtienne. Donc, quels sont les acteurs et les pratiques de ce lobby vaudou? Donc, je vais terminer mon intervention par ce point. En fait, en 1986, c'est l'exil donc de Jean-Claude Duvalier, et il y a eu ce qu'on appelle en créole un déchoucage, c'est-à-dire un arrachement des symboles et des acteurs associés à la dictature. Et certains Ougans et Mambo ont été assassinés, non pas parce qu'ils pratiquaient le vaudou, mais parce qu'ils étaient associés de près ou de loin à cette dictature. Donc, à la suite de ce déchoucage, certains serviteurs du vaudou qui appartenaient à l'élite sont sortis du placard, parce que c'était évidemment très mal vu dans la bourgeoisie d'être initiés au vaudou, et ils ont fondé les premières associations de défense et de promotion du culte, Zentrailles et Baudet National. En fait, ils ont développé, après il y a eu d'autres associations, mais celles-ci, ce sont les deux premières. Ils ont développé 3 types de stratégies. En fait, des stratégies qu'on peut remarquer dans les pratiques rituelles à Port-au-Prince. Une stratégie de désyncrétisation, dont je vous ai parlé tout à l'heure de syncrétisme, qui consiste en fait à expurger le vaudou de ses influences chrétiennes. Une stratégie de réafricanisation, en valorisant l'origine africaine comme cela avait été fait dans les années 1930, et en mettant notamment l'accent sur la religion Yoruba qui, depuis les années 2000, connaît un très fort succès auprès de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Et enfin, une stratégie d'orthodoxisation, c'est-à-dire pour mettre fin, ou du moins tenter de réduire, l'hétérogénéité des pratiques au sein du vaudou. Je prendrai un seul exemple qui témoigne de ce lobby vaudou et de l'institutionnalisation de ce culte. Donc en 1998 a été créée la CONAVO, la Commission nationale de structuration du vaudou, qui était un organisme public. Et la même année, donc l'Église vaudou d'Haïti, ces deux institutions étant dirigées par Wessner Morancy, qui à l'époque avait une boutique d'objets vaudou à Fort-de-France. Et quand je l'ai rencontré en 2005, il est décédé en 2008, quand je l'ai rencontré en 2005, il faisait un DEA d'économie sociale, alors que dans son discours, il disait qu'il fallait enlever les influences occidentales du vaudou, mais lui-même se formait en Occident. Et en fait, il était le promoteur d'une synthèse audacieuse entre la création d'un dogme autour d'un Dieu unique qu'il appelait alors Olorun, et qui venait justement du Bénin, l'écriture d'un livre sacré du vaudou, c'était un gros classeur, et en fait, selon lui, les Ougans et les Mambo devaient se conformer à ce livre sacré du vaudou, et des pratiques proches des liturgies des religions chrétiennes. Et par exemple, j'ai assisté à l'une des cérémonies donc, de cette église, et en fait, il avait enlevé les tambours, il avait enlevé les cérémonies, et les gens qui venaient assister à cette messe témoignaient, comme dans les offices protestants, à tour de rôle de comment leur quotidien avait été touché par la grâce de l'Orun. Et en fait, il faisait preuve d'un certain autoritarisme, et notamment, il y avait une école destinée aux enfants, et il voulait former les enfants à devenir Ougans et Mambo selon des règles très strictes. Donc, la rhétorique en fait des acteurs de ce lobby vaudou consiste à dire que la nation haïtienne et par extension tous les Haïtiens ont pour origine le vaudou. Et il y a notamment Max Beauvoir, qui est le demi-frère de Mathilda Beauvoir dont j'ai parlé tout à l'heure, qui disait dans un article dans le New York Times que si on est haïtien, ça veut dire que l'on est pratiquant du vaudou. Et évidemment, tous les Haïtiens ne pratiquent pas le vaudou. Donc dans les années 1990, il y a eu en fait une inflation d'associations de promotion et de défense du culte, et elles ont servi en fait de partenaires privilégiés aux institutions internationales.
Et d'après les travaux et les recherches d'une anthropologue française qui travaille aux États-Unis, et notamment sur le rôle des associations de promotion et de défense du vaudou dans l'application de programmes de lutte contre le sida. Et en fait, ça a posé plusieurs problèmes sur lesquels je pourrais revenir si vous souhaitez. Donc, ce processus d'institutionnalisation a abouti en 2003 à un décret-loi reconnaissant le vaudou comme religion à part entière. Et en fait, il souhaitait que, par exemple, les baptêmes et les mariages mystiques, donc entre un serviteur et un esprit, soient inscrits à l'état civil. Et en 2008, on a eu donc l'élection d'un guide suprême du vaudou, ou ATI national, en la personne de Max Beauvoir. Donc en fait, j'ai repéré plusieurs comparaisons entre les discours de ces acteurs, leur trajectoire sociale, parce que la plupart d'entre eux appartiennent à la bonne société haïtienne, et leurs pratiques rituelles, qui montrent en fait plusieurs contradictions. D'abord, un clivage social entre ceux qui représentent et ceux qui sont représentés, et des discours religieux très nationalistes, et notamment ces discours religieux demandent à ce que la force d'occupation de l'ONU, la MINUSTAH, sache chasser d'Haïti, mais également tous les étrangers. Et d'un autre côté, dans leurs pratiques et dans leurs temples, on voit qu'ils initient un grand nombre d'Occidentaux. Donc pour conclure, je dirais en fait que ma recherche a été guidée par la volonté de dépasser les stéréotypes qui sont collés sur le vaudou, une espèce de culte bizarre et sanguinaire pratiqué seulement par de pauvres paysans analphabètes. Et en fait, il s'agissait, au-delà d'une anthropologie rituelle stricte, de comprendre les usages sociaux et politiques du vaudou, autant d'un point de vue historique que contemporain, et autant en Haïti que dans la diaspora. Et en fait, le vaudou me semble agir comme une éponge, en captant les mutations de la société haïtienne, là aussi je pourrais vous donner plusieurs exemples, et en s'adaptant sans cesse à de nouveaux contextes et à de nouvelles conjonctures. J'ai fini et je vous remercie pour votre attention.